97 FM. Actu débat sur la 97.1 Métropolis Lomé. C'est du lundi au vendredi. À partir de 8h20, rediffusion 22h sur 97.1. Actu débat, C'est des commentaires, analyses sur les grands sujets de l'actualité nationale et internationale sur la super radio Métropolis Lomé 97.1. Opérateur économique, profitez de cette tranche pour rendre plus visibles vos services et produits. Pour tout renseignement, contactez le 22 22 86 81 ou le 93 77 14 17. Messieurs, dames, bienvenue dans l'actu débat de ce jeudi 2 mars de l'an 2017. À la présentation, Elik Plim Goka Dokanu. Actu débat, c'est votre magazine débat, bien sûr, des grands sujets de l'actualité nationale et internationale. Ce matin, notre invité, c'est Monsieur Isaac Tchakpe, conseiller politique de Gécrès Olympio, président national de l'Union des forces de changement. Avec lui, nous allons décrypter la sortie, les grands sujets abordés au cours de la sortie médiatique hier de Gécrès Olympio. Monsieur Isaac Tchakpe, bonjour. Bonjour Monsieur Elik Goka, bonjour à tous les auditeurs. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, c'est tout le plaisir pour moi de partager ce moment et de pouvoir m'entretenir avec vos auditeurs. Et cela fait presque 7 ans que vous n'êtes plus venu dans notre studio ici. Je suis l'actualité, je suis présent sur le terrain. Bon, les opportunités ne m'étaient pas toujours offertes et on sort quand on a forcément quelque chose à dire. On était plutôt en contact avec les populations, entendre et puis écouter les besoins des uns et des autres. Heureusement que vous nous revenez ici au studio Jean-Hélène de la Super Radio Métropolis Lomé. Hier, une sortie médiatique d'envergure de Gécrès Olympio a donné matière à l'actualité. Gécrès Olympio a abordé des questions portant sur la hausse des prix des produits pétroliers, les réformes politiques, l'unité nationale, les législatives à venir, l'emploi des jeunes. Le dernier point est relatif bien sûr à la mémoire de Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance. Et qu'est-ce qui a motivé en fait cette sortie médiatique si on sait que depuis plusieurs mois l'UFC est resté dans un certain mutisme? Non, je pense que dans l'actualité politique, dans la scène politique, ce sont les circonstances parfois qui vous motivent pour vous exprimer. Et je crois que le président Olympio, de par sa stature, qui est quand même celle du père de la démocratie togolaise, n'éprouvait pas la nécessité de s'exprimer au jour le jour. Mais je pense que plusieurs sujets, notamment les circonstances actuelles, l'ont motivé à d'abord donner son point de vue. Et voilà, c'est ce qui explique que vous l'avez vu hier pour avoir son point de vue sur divers sujets de l'actualité. Donc on pense que c'est une sortie médiatique à dessein électoraliste, puisque... Non, pas du tout. Si vous vous référez au contenu, au thème abordé, ce sont plutôt des contenus qui visent à mettre en relief la perspective, pourquoi on fait de la politique, les enjeux de son engagement en politique. Vous voyez bien qu'il dessine un peu... sa vision de la nation togolaise, l'unité, la tolérance. Vous voyez bien qu'il insiste sur la nécessité pour que tous les fils de la nation puissent s'unir, ou plutôt faire fi de leurs intérêts personnels, pour que nous nous attelions aux tâches essentielles, celle de réduire la pauvreté, celle de faire du Togo l'or de l'humanité. Et vous voyez que tout ça en filigrane dans son message, dans toutes les interventions, il n'a eu de cesse de répéter que ce qui est important, c'est que nos intérêts personnels, les querelles de clocher ne l'emportent pas. Et ce qui est essentiel, vous savez, nous avons plus de la moitié de la population qui vit encore en dessous du seuil de la pauvreté, et lui-même a fait preuve d'une très grande exemplarité en appelant la partie au pouvoir à accepter de s'asseoir, à ouvrir le dialogue. Et je pense que c'est parce qu'il a plus que tout autre dans ce pays le souci de l'intérêt national, le souci de la stabilité et le souci de la prospérité pour tous. Donc ça dépasse de simples questions d'actualité, des questions
politique opportuniste. En lisant bien la déclaration de Dr G.K. Olympio, on a l'impression on a l'impression que c'est presque un projet de société, hein, et son discours. Et oui, c'est pour ça que je vous disais qu'un homme politique, la stature d'homme d'État, c'est quand ce ne sont pas simplement les faits quotidiens. Les faits quotidiens sont importants, mais au-delà des faits quotidiens, qu'est-ce que vous laissez? Quel est le message? Qu'est-ce que vous voulez construire? Et une nation, un homme d'État doit proposer une vision de la société, doit faire tout pour faire sortir toutes les énergies les meilleures. Ce que compte dans un peuple, ce qu'il y a de positif, doit les faire sortir pour que dans les difficultés, nous allions de l'avant. Donc, un projet de société, parce que c'est l'un des tout premiers qui s'est lancé dans la bataille politique au Togo quand les périodes chaudes contre la dictature, pour que ce pays connaisse une véritable démocratie, de la liberté et surtout de la prospérité pour tous. On a l'impression aussi que c'est une tentative, hein, de reconquérir l'espace politique, ou de revenir en force dans l'espace politique togolais. Non, vous savez, la vision n'est pas une vision opportuniste comme vous le pensez. Non, il est présent de tout temps. Je pense que c'est un homme qui a inscrit son action toute sa vie, il vit le Togo, il porte le Togo dans son cœur, et plus que tout autre dans ce pays, il porte encore les stigmates du régime précédent. Il porte plus que tout autre, c'est lui qui a eu le plus à subir les affres de l'exil, les affres de la dictature, et je pense que c'est ça qui le motive. Il tient plus que tout autre à voir cette terre sur laquelle il est né, à la voir apaisée, à voir de la prospérité, comme je le dis. Il a 80 ans, on le voit toujours en forme malgré le poids de l'âge. Mais vous savez, quand vous avez un destin à réaliser, la nature vous en donne les moyens, la providence aussi vous en donne les moyens, et c'est ce qui le porte. Ouais, monsieur Isaac Tchiakpé, sur le premier sujet abordé au cours de la rencontre d'hier, la rencontre bien sûr de l'UFC avec la presse, le premier sujet portant notamment sur la hausse des prix des produits pétroliers et les réactions qui l'ont suivi, vous reprochez au gouvernement un défaut de communication et de manque de pédagogie. Pensez-vous que cela seul suffirait pour éviter le mécontentement exprimé, hein, violemment hier, le mardi ou le lundi, oui, bien sûr, exprimé par les concitoyens? De prime abord, pour tout gouvernant, il y a une nécessité, quand on est en responsabilité, que les mesures que vous prenez soient comprises par les populations ou par les gouvernés. Et je pense que il y a eu un mouvement d'humeur parce que les gens ont eu le sentiment, pas le sentiment, la réalité aussi, que de constater que les prix du carburant ont augmenté en l'espace d'un mois sans qu'il y ait eu explication, de façon rapide. Et là, si vous entendez la plupart des usagers, des consommateurs, ce qu'ils reprochent aussi au gouvernement, c'est que la chose se soit faite sans explication. Et un responsable politique a d'abord un devoir d'explication, un devoir de pédagogie. Et expliquer les tenants et les aboutissants, les circonstances qui entraînent que le gouvernement soit amené à prendre une telle de mesure qui touche à la vie quotidienne. Puisque ça, augmenter le carburant, ça touche directement le portefeuille. Et pour des gens dont le SMIC, parfois, le salaire mensuel est de 35 000 francs, c'est véritablement sensible. Et je comprends que cela puisse susciter un mouvement de colère, mais ce qu'il est important, c'est que le calme revienne et que les autorités prennent conscience de la situation et viennent expliquer aux populations les raisons pour lesquelles ces mesures, ces augmentations ont été prises, parfois même en essayant de mettre en parallèle avec le prix du carburant tel qu'il se pratique dans la sous-région, et on verra que, bon, les uns ou les autres comprendront ou refuseront, mais la chose ne se fera pas dans la violence comme c'est fait. Il est normal que les usagers protestent,
Mais que les protestations se fassent dans la violence, bon, nous pouvons le regretter, puisque de toute façon les rues qui sont abîmées, les pavés qui sont détruits, il faudra le reconstruire avec l'argent du contribuable. Donc la revendication dans un système démocratique, c'est normal. La violence, ce n'est pas un mode de revendication. Et ce que contestent également les manifestants, c'est cette cherté de vie au Togo. Et vous en dites quoi? Écoutez, si vous voulez, je pense que le gouvernement est dans une situation aujourd'hui où on essaie de rétablir les finances publiques. On essaie en même temps de refaire les infrastructures. Je ne suis pas en responsabilité, je ne peux donner mon avis qu'en extériorité. Ce que j'en pense, c'est que les défis auxquels sont confrontés le gouvernement sont des défis difficiles. Rétablir les infrastructures dans le pays, en même temps la ménagère où les gens vivent des situations difficiles. Donc il appartient peut-être au gouvernement de prendre d'être davantage à l'écoute et que le ministre du Travail, des négociations s'engage avec les syndicats pour la revalorisation du salaire, des négociations s'engagent et c'est au cours du dialogue, c'est en maintenant le dialogue social que on pourra éventuellement améliorer la condition de vie des travailleurs pour ceux qui sont du public. Oui, et certaines critiques disent que vous contredisez en disant que quand Jécris dit par exemple, point besoin de prendre des décisions pour les imposer aux consommateurs. La question est de savoir qui a pris la décision et l'impose aux populations si on sait qu'il y a des membres de l'Union des forces de changement au gouvernement. Non, il n'y a pas de contradiction. Je pense que nous, en tant que parti politique, nous avons notre identité. Bon, il y a une solidarité du gouvernement, mais si une décision a été prise, évidemment, il nous appartient, si nous jugeons qu'elle n'est pas judicieuse, nous avons notre liberté de le dire, nous avons notre liberté de maintenir, nous avons des passerelles pour faire passer des messages. Et ce sont ces passerelles que nous utilisons pour faire passer les messages sur le ressenti de la population. Et c'est ça aussi notre rôle de vigie, notre devoir de vigilance en étant de ce gouvernement. Ce ne sont pas forcément des messages que nous passons sur les trottoirs dans la rue, mais nous exerçons quotidiennement ce devoir de vigilance en exprimant les points de vue de la population, en exprimant les besoins au gouvernement. Nous sommes parfois entendus, nous ne le sommes pas toujours. Notre poids n'est peut-être pas aussi fort, mais nous le faisons. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur tous les sujets que vous avez évoqués, notre partition particulière a été bien exprimée hier, comme l'a dit le président Olympio. Oui, vous parlez, ou le président Jécris Olympio parle d'une nouvelle politique de dialogue et votre intérêt à l'avenir des citoyens, à l'avenir bien sûr, portant sur l'avenir des citoyens et citoyennes. En quoi votre nouvelle politique de dialogue est réussie concrètement aujourd'hui, puisque c'est votre nouvelle politique? Alors, dire strictement que cette politique est nouvelle, je ne suis pas tout à fait d'accord. Nouvelle en ce sens que nous tâchons d'œuvrer, nous asseoir à la même table de discussion pour les affaires, pour la gouvernance du pays. Mais la volonté de dialogue a été toujours permanente. Après le scrutin présidentiel de 1998, nous signons quand même l'accord cadre de Lomé. Après les 22 engagements, nous sommes partie prenante des 22 engagements. C'est dire que, puisque nous nous inscrivons dans la légalité, et donc s'inscrire dans la légalité et faire de la politique, justement, suppose que nous discutions, que nous nous asseyions à une table de négociation pour faire des compromis. Et là, la dynamique de dialogue a été toujours permanente dans la ligne politique de l'Union des forces de changement. Ce qui peut paraître nouveau, c'est de nous asseoir cette fois à la table pour discuter des questions de gouvernance. Mais nous ne sommes pas en position de force. Aujourd'hui, la partie qui a le plus de responsabilités, c'est, je le rappelle, le parti Unir. Notre rôle en tant que partenaire,
c'est un devoir de vigilance. C'est un devoir qui nous oblige à rappeler ce qui est fondamental, parce que nous gouvernons pour servir. Nous voulons gouverner pour servir nos concitoyens. Et c'est ça ce rôle que nous essayons de rappeler. Nous essayons en tant que ce qui est nouveau, nous nous asseyons pour faire comprendre à nos partenaires, pour tâcher d'inculquer à nos partenaires une certaine culture. Il y a eu une cristallisation des choses pendant plus de 40 ans sous Gnassingbé Eyadema. Il y a une porte ouverte avec Faure Gnassingbé que nous saisissons. Si nous faisons de la politique, faire de la politique suppose que nous ne voulons pas utiliser les moyens de la guerre pour aboutir à une véritable démocratie dans ce pays. Faire de la politique, c'est vous parvenir à un autre but par des moyens pacifiques et légaux. Et donc ça suppose s'asseoir à une table de négociation avec vos adversaires, qui ne sont pas vos ennemis, parce qu'au final, quel est l'objectif? C'est de construire une nation où ceux qui sont en responsabilité à un moment donné, leurs valeurs prévalent, et quand l'alternance vient, les valeurs de ceux qui arrivent en responsabilité prévalent. Et c'est cette culture que nous essayons d'inculquer, cette culture que nous essayons de faire, que cette culture soit partagée par tous dans ce pays. Et il est important d'avoir présent à l'esprit d'où nous venons. Pendant plusieurs années dans ce pays, on a eu un seul parti. On ne va pas construire une démocratie en 7 ans, en 10 ans. On ne va pas apprendre à se tolérer en un an ou en 2 ans. Le message qui est lancé aussi bien partout, c'est comment construisons un pays. C'est dans l'unité, pas forcément dans cette unité qui est celle de l'unanimisme. Non, c'est unité sur des valeurs. Et ça, nous essayons de l'inculquer. C'est ça notre rôle. Vous parlez de l'unité. Le président national de l'Union des forces de changement l'aborde également dans sa sortie. Il dit 50 ans, 57 ans après la cession, la souveraineté internationale, notre cher pays a plus que jamais besoin des bras de tous ses fils pour se construire. Il dit, je n'ai de cesse de répéter que le combat politique doit viser à l'édification d'une nation unie et qui favorise une prospérité partagée. Monsieur Isaac Tchirkbe, quand on sait que dans la logique du renforcement de l'unité nationale, le gouvernement ou le régime actuel a initié ou a instauré ce qu'on appelle la commission vérité, justice et réconciliation, et que cette commission a accouché des recommandations. Ces recommandations, normalement, c'est pour participer, contribuer au renforcement de cette unité nationale. Et toujours, ces recommandations ne sont toujours pas appliquées. Alors, une commission a été mise en place pour mettre en œuvre les recommandations de la CVJR. Elle travaille lentement, mais nous espérons, et ça aussi c'est notre rôle, c'est de le rappeler à chaque fois aux premiers responsables, à ceux qui ont l'effectivité du pouvoir, c'est de rappeler au respect de leurs propres engagements. Cette commission a été dotée d'un budget et je pense que elle mettra très vite en œuvre toutes les recommandations qui ont été faites par la commission dirigée par Monseigneur Barriga. Avant de poursuivre dans la même logique, l'autre question que je voudrais vous poser est de savoir, vous savez, nous sommes le 26 mai 2010, l'Union des forces de changement signe un accord politique avec le RPT devenu aujourd'hui UNIR, et presque 7 ans après, la logique dans laquelle vous signez cet accord est celle que vous avez tout à l'heure présentée, et donc le dialogue. Mais aujourd'hui, quels sont les résultats que vous avez pu obtenir et que vous pouvez aujourd'hui prouver à la population? Écoutez, en premier, la vie politique est apaisée, quoi qu'on dise. On n'a plus jamais eu de scrutin dans ce pays avec violence. Nous avons réussi quand même à faire accepter à travers ce dialogue, et au cours des discussions au sein du comité de suivi, nous avons quand même réussi à faire accepter au gouvernement en place la nécessité d'une alternance.
Sur le modus operandi, c'est autre chose. Mais au moins, sur le principe qu'une alternance est quand même est possible, nous avons réussi à la faire accepter. Nous avons quand même réussi à faire accepter au gouvernement la nécessité de pouvoir associer, de pouvoir consulter toutes les autres forces vives de la nation. Et enfin, de par notre présence, très rapidement, de par notre présence quand même, ou notre participation à l'action gouvernementale, une certaine confiance des investisseurs a permis que des investissements reviennent au Togo. Vous voyez, les infrastructures commencent. Après la mise en place de ces infrastructures, il serait urgent que les populations, elles, sentent effectivement, que la ménagère sente effectivement que ses conditions de vie s'améliorent. Donc, c'est quand même en moins de 7 ans qu'on essaie de décrisper, on est parvenu à décrisper l'atmosphère, la vie politique au Togo. On essaie maintenant de nous atteler, nous essayons de nous atteler aux tâches essentielles, réduire la pauvreté, réduire les questions de développement des territoires, des régions. Et je pense que c'est une tâche en 7 ans que, d'une certaine manière, nous essayons de mettre en œuvre. Et ce qui m'intéresse dans votre développement, c'est la nécessité d'une alternance pacifique que vous souhaitez et qui a été bien sûr conclue avec dans cet accord RPT-UFC. Mais Faure Gnassingbé a son 3e mandat. Cela ne vous inquiète-t-il pas? Écoutez, ce qui est important, c'est que les scrutins se déroulent dans des conditions de transparence selon les normes internationales. Et je pense, sans être le porte-parole ou l'avocat de Faure Gnassingbé, je pense que lui-même sait qu'il ne pourra pas s'éterniser au pouvoir. Ah bon? Écoutez, vous en êtes convaincu à l'Union des forces de changement? Je pense qu'aujourd'hui, toute personne, avec tout ce qui se passe dans la sous-région, je pense que il n'a pas intérêt, et je ne crois pas que ce soit de sa volonté lui-même personnelle de s'éterniser au pouvoir. Ce n'est pas possible, ça ne pourra pas se faire. Et d'ailleurs, si je m'en tiens à une des déclarations de son ministre des Affaires étrangères, le professeur Robert Doucet, qui a affirmé dans une station étrangère que Faure Gnassingbé ne cherche pas à s'éterniser au pouvoir. Vous lui faites confiance? La question n'est pas de faire confiance ou pas. La question est simplement que si un scrutin se prépare, que les conditions d'organisation soient les conditions transparentes, acceptables par tous. Et si les candidats, dans ce cas, on verra. Si les conditions sont transparentes, c'est à nous de tout mettre en œuvre pour faire qu'ils partent. Sur la question de limitation du mandat présidentiel, votre réaction? C'est un acquis. Je pense que la limitation du mandat présidentiel, l'UNI, on ne refuse pas. Personne ne refuse aujourd'hui qu'il y ait limitation du mandat présidentiel. Et les discussions que nous avons eues au sein du comité de suivi sont les points d'accord que nous avons obtenus au sein du comité de suivi de l'accord du 26 mai 2010 entre l'UFC et le RPT de Unir. L'un de ces points porte sur la durée et la limitation du mandat, renouvelable une fois. Alors, ces points d'accord ont même été rappelés au sein du CPDC rénové. Ces points d'accord ont été rappelés lors du dialogue politique en septembre 2012 à la primature. Donc, c'est plutôt le modus operandi qui pose problème aujourd'hui. Mais ce point de la Constitution, personne ne le contexte. Ouais, J-Christ Olympio disait hier, il dit les réformes constitutionnelles et institutionnelles doivent dépasser les clivages et les intérêts personnels et partisans pour une vision pour notre pays. Cette question d'intérêt national, dit-il, est au cœur de l'accord politique que l'UFC a signé avec le RPT devenu Unir. Et Monsieur Tchakmé, il y a une commission aujourd'hui qui traite de la question des réformes politiques, appelée commission de réflexion, et on note qu'aucun cadre de l'Union des forces de changement n'est membre de cette commission. Et dites-nous, vous ne vous voyez pas écarté un peu?
Non, pas du tout. Un travail se fait au sein du comité de suivi de l'accord politique. Nous avons un point d'accord et je pense que les termes de la mission de cette commission de réflexion ne contredisent nullement ce que nous avons fait au sein du comité de suivi. Le comité de suivi est toujours fonctionnel. Le comité de suivi est toujours fonctionnel. Il discute de toutes les questions d'intérêt national. Vous savez, parfois la politique ne se fait pas sur l'estrade, sur des estrades. Hein. Bon, évidemment, certains ont une pratique du tréteau. Hein. C'est une pratique de matamor, de l'esbrouf sur les tréteaux. Nous leur laissons cette tâche-là. Mais la politique, elle se fait aussi sur une table, en discutant, en défendant ses positions. Et donc, le comité de suivi fonctionne bel et bien, est toujours présidé par Gilles Christ-Olympio. Et Gilles Christ-Olympio est toujours consulté par Fonia Singbe? Très régulièrement. Ou quand il n'est pas consulté, là par exemple la question de la HAC, la question de la fermeture de LCF, il a eu à faire passer des messages, la question de la hausse des prix du carburant, le message sera passé, donc il s'exprime, il exprime son point de vue, il fait passer régulièrement quand le besoin et la nécessité se fait sentir des messages à ceux qui sont en responsabilité première dans ce pays. Certaines critiques vous reprochent, on ne cesse de vous reprocher beaucoup de choses, et vous reprochent d'avoir maintenu le statu quo sur la question des réformes. Vous leur répondez quoi? Écoutez, je vous ai déjà dit tout à l'heure que nous avons réussi à obtenir un point d'accord. La limitation et la durée du mandat présidentiel renouvelable une fois. C'est un point d'accord, je vous l'ai dit. Les autres qui tiennent à la loi électorale, qui tiennent peut-être aux institutions, ce sont des choses, ce sont, si vous voulez, des réformes qui se font, dont les discussions se poursuivent. Je vous rappelle que ça ne fait que 7 ans et qu'il faut parvenir à je ne vais pas dire un consensus, mais il faut parvenir à des institutions qui ne souffriraient plus de contestation. Et donc, arriver à établir des institutions stables, pérennes, acceptées par tous, comprises par tous, c'est une entreprise qui n'est pas facile. Oui, Gilles Christ-Olympio dit, notre parti abordera ces échéances, il parle bien sûr des législatives et des locales, en proposant à nos concitoyens un projet de société qui tiendra compte des besoins et des aspirations du peuple. L'Union des forces de changement, comment se porte-t-il? Parlez-nous un peu de votre parti aujourd'hui, après la signature de l'accord politique UFC RPT le 26 mai 2010, après la scission avec la branche Jean-Pierre Fabre. Comment vous portez aujourd'hui? Comme tout organisme humain, vous pouvez avoir des hauts et des bas. Il y a des flux et des reflux. Et comme tout organisme humain, nous réfléchissons. Comme tout corps, nous réfléchissons, nous retournons auprès de la base, auprès des populations, en discutant, en essayant de comprendre qu'est-ce qui aujourd'hui qu'est-ce qui motive peut-être une incompréhension. Donc ce travail, nous le faisons quotidiennement, très régulièrement, et je pense que très vite, nous aurons à davantage nous exprimer sur les médias pour expliquer aux populations comment nous entendons gouverner un nouveau projet de société pour les prochaines législatures. Prochaine législature. Le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, à qui nous a accordé la semaine dernière une interview, disait que eux, ils constituaient à l'époque la substance de l'Union des forces de changement, et que aujourd'hui, cette substance, l'Union des forces de changement est vidée de cette substance. Écoutez, on voit ce qu'il en est de cette substance. J'ai pas envie de polémiquer, Monsieur Eligoka. On voit ce qu'il en est de sa substance. Bon, écoutez, chacun prêche pour sa chapelle, hein. Excusez-moi du peu, mais bon, si c'est cela qui est la substance, si c'est cela ce qui était vraiment la substance de l'UFC, écoutez, tourner en rond, bon, je me passe de tout commentaire. Oui, il se dit aussi, il dit être plus que déçu, dit-il, il se dit plus que déçu de Gilles Christ-Olympio. Ne personnalisons pas. Vous savez, celui qui a fabriqué, tiré du bas
En politique, c'est quand même J-Chris Olympio. Écoutez, ne faisons pas de comparaison. Non. Est-ce que quand par exemple certaines personnes parlent de déception par rapport à la signature de l'accord RPT-UFC, aujourd'hui sur le terrain, comment vous arrivez à les convaincre? Les divergences d'opinion sont au cœur de la démocratie. Bien sûr. Elles sont constitutives même de la démocratie. L'important, c'est que ces divergences ne prennent pas un tour de violence. Alors, il y a aussi un phénomène au Togo qui est la vitupération, l'invective, l'insulte, la diabolisation des idées des autres. Et cette pratique qui s'est cristallisée, c'est cette pratique que nous devons essayer aujourd'hui de changer. C'est un comportement qu'il faut s'efforcer une culture, une mauvaise culture que nous devons essayer de changer. Et ça, bon, le mensonge l'a emporté, et le mensonge l'a emporté est devenu, l'intoxication l'a d'autant plus emporté que le diable était dans notre propre maison. Ah bon? Écoutez, et quand le diable est dans votre propre maison, c'est là où les œuvres maléfiques réussissent. Et c'est à nous aujourd'hui de trouver l'antidote, le remède. Nous nous en sommes aperçus tardivement. Ni l'enquêtement là-bas, maintenant, à des taux, nous, des taux, voient, on l'attend dans l'ongéré. Oui, nous continuons de parler des législatives et des locales. Législatives et locales, comment vous affûtez vos armes pour les affronter, hein? C'est peut-être demain, c'est 2018, c'est demain. Écoutez, nous travaillons sur le terrain. C'est comme, vous savez, un champ, pour en bénéficier de ses fruits, il faut le sarcler quotidiennement. Il faut l'entretenir. Et c'est un travail laborieux. Ça veut dire que nous sommes sur le terrain, nous retournons, nous réfléchissons à mettre en place des tactiques. Je ne parle pas de stratégie puisque notre stratégie, elle est connue. C'est de faire du Togo une nation démocratique, prospère pour tous les fils. La tactique aujourd'hui, c'est tous les éléments, les choix d'opportunités politiques que nous utilisons. Et ça, nous sommes en contact avec les populations, nous réfléchissons, nous agissons, nous sommes sur le terrain, nous consultons régulièrement nos fédérations, les militants. Donc il y a un travail d'explication qui se fait, un travail de collecte d'informations qui se fait. Et quand le moment viendra où il faut se présenter au prochain scrutin, nous serons présents. 2020 arrive dans 3 ans et on aura donc la présidentielle. J-Chris Olympio, constitutionnellement, n'a plus l'âge d'être candidat. Est-ce que J-Chris Olympio, par rapport à son poids politique ou par rapport à son personnage très historique politiquement au Togo, est-ce qu'il va donner son onction à un membre de votre parti, de l'Union des forces de changement, ou à une autre personnalité issue de notre parti politique? C'est possible? Écoutez, chaque chose en son temps. La question, au moment voulu en 2020, si la question est posée, il apportera une réponse. L'Union des forces de changement apportera une réponse. Pour l'heure, les urgences sont tout autres. Et donc, laissons cette question pour 2020 ou quelques jours avant. Les opportunités pour donner beaucoup plus d'emplois à notre jeunesse existent. Nos régions regorgent d'énormes potentialités à haute intensité de main-d'œuvre. C'est le cas du projet de mise en valeur de la vallée de Loti, dans lequel je me suis engagé personnellement et qui devrait gérer plus de 22 000 emplois directs et indirects, sans compter toutes les activités connexes et plusieurs autres effets indus. Disait J-Chris Olympio. Et la question que se posent beaucoup de personnes est de savoir à quand la réalisation de ce projet. Parce que ce projet, on nous le promet depuis près de 5 ans. Très récemment, des études approfondies ont été faites.
un mémorandum d'entente a été fait. Je pense que la mise en œuvre ne saurait tarder. Donc, vous savez, réaliser un projet agro-industriel de cette ampleur nécessite quand même beaucoup de préalables pour que ce soit un vrai succès. Et je pense que la mise en œuvre se fera très vite. On sait très bien que la population togolaise est très jeune et l'électorat togolais également. Et ce projet va quand même vous apporter un plus sur ce plan. Le souci n'est pas bassement électoraliste, non. Vous savez, je vous dis encore, une vision, quand on est en politique, c'est parce qu'on a une vision à proposer, c'est parce qu'on a un projet à proposer, enfin, un projet à mettre en œuvre pour le pays. Ça dépasse simplement sa simple personne. On gouverne pour servir. Et pour M. Olympio, la vision électoraliste, ce n'est pas la vision électoraliste qui motive pour mettre en œuvre ce projet. C'est vraiment le souci de donner des emplois, d'aider, d'apporter le meilleur, de mettre ses compétences au service de la nation qui le motive pour mettre en œuvre ce projet. Oui, et nous parlons donc économie. J-Chris Olympio a eu également à faire des déclarations sur le départ du commissaire, de celui qu'on peut appeler le désormais ex-commissaire général de l'OTR. L'OTR qui est cette régie financière qui fait partie des réformes inscrites au plan économique au Togo. L'OTR au niveau de la conception de la chose économique au niveau de l'UFC, est-ce qu'on a véritablement besoin de l'OTR pour faire avancer les choses au Togo? Écoutez, à ce que je sache, l'OTR a permis d'améliorer certaines recettes fiscales. On parle de 41% d'augmentation des recettes de l'État. Voilà, alors vous donnez les chiffres. L'OTR a permis d'augmenter les recettes fiscales de l'État par rapport à ce qu'il a, une pratique qu'il y avait. Elle a permis au moins de limiter les effets néfastes de la corruption, du détournement. Beaucoup de choses encore restent à faire. Bon, maintenant, nous n'avons pas toutes les informations, les tenants et les aboutissants du départ de M. Gaperi, donc je ne peux pas m'exprimer amplement en toute connaissance de cause. Nous prenons acte de son départ avant le terme de son contrat. Ce que nous pouvons constater aussi, c'est qu'il y a quand même eu amélioration des recettes et que cette méthode, ou plutôt ce processus de centralisation des recettes, n'a pas été désapprouvé par nos partenaires, le FMI, tous les autres partenaires financiers qui nous aident. Et donc, si l'UFC arrive au pouvoir en 2020, il maintiendra cette régie financière, l'OTR? Je ne pourrais pas m'exprimer en ce sens. Après, bon, il s'agit après d'aller dans les détails, de voir comment l'OTR a fonctionné, de voir comment la mise en œuvre de cette centralisation des recettes a été faite, et on avisera en ce moment. Le dernier point abordé par J-Chris Olympio, Dr J-Chris Olympio, hier, c'est la mémoire du président Sylvanus Olympio. Vous réclamez toujours d'Ablodé? Absolument. Et il s'agit simplement de donner un contenu ou de bien dénoter ce sens de l'Ablodé. Pourquoi nous réclamions-nous précisément de l'Ablodé? Parce que l'action de Sylvanus Olympio visait d'abord à construire une nation unie, du nord au sud. Et le gouvernement de Sylvanus Olympio en 1958 était véritablement représentatif de toutes les populations togolaises. Vous aviez le chef d'Obli dans le nord, Palanga dans la Kosa, Samclou dans les plateaux, Lawson dans les lacs. Donc ce gouvernement était véritablement représentatif de toutes les couches du Togo. Et l'Union des forces de changement, héritier sur le plan politique, c'est cette vision à la fois nationaliste à remettre dans le contexte, qui visait à construire une nation et qui vise pour nous à construire une nation où tous les fils du pays participent à l'édification de la nation. Ça, c'est très rapidement sur le plan politique. Sur le plan économique, des ambitions, les pères de l'indépendance, notamment Sylvanus Olympio, nourrissaient une ambition, c'est de faire du Togo, l'or de l'humanité, c'est de faire du Togo
une terre de prospérité. Et notre vision aujourd'hui, en cela nous nous réclamons de Sylvanus Olympio, c'est d'utiliser toutes les potentialités que le Togo a et de partir sur la base de tous les projets que Sylvanus Olympio avait pour le pays, excepté celui de la monnaie parce que le contexte est différent, il faut l'actualiser, c'est d'œuvrer à partir et de l'existant de l'améliorer. La production de cacao, toutes les unités de production qu'il y avait dans les régions, dans les pilotes, les projets qui nourrissaient dans toutes les régions pour maintenir parfois les jeunes dans les régions, des petites unités de production, améliorer la productivité de nos ressources, le café, le cacao, le coton. On avait même avec Sylvanus Olympio la jeunesse pionnière. Et alors, ce sont tous ces projets, vous voyez que M. Olympio décline très rapidement. Nous nous revendiquons de cela parce que nous avons le souci de faire du Togo une terre de prospérité, mais une terre de prospérité partagée pour tous. On peut conclure qu'à l'Union des forces de changement, vous portez juste le projet de Sylvanus Olympio? Non, je dis il s'agit de l'améliorer. Les contextes sont différents. À l'instant, je vous dis que le projet de la monnaie est un projet beaucoup plus complexe. Puisque un pays, la monnaie est quand même un signe de souveraineté. Et la question est d'actualité aujourd'hui. Oui, mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail puisque c'est beaucoup plus complexe que les discussions... que les mouvements les discussions qui se mènent. Si vous sortez aujourd'hui de la monnaie, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez une structure de gouvernance solide? Est-ce que alors que ces intégrations ne sont pas encore réalisées, vous ne sortez pas comme ça de la monnaie? La Guinée, on a vu l'expérience de la Guinée, on a vu l'expérience du Mali, on a vu l'expérience du Ghana à une certaine époque. Mais nous nous revendiquons de l'applaudir en ce sens que nous reprenons à notre compte ces ambitions à la politique, économique et culturelle que nourrissaient les pères de l'indépendance et nous essayons de les mettre, une fois que nous serons en responsabilité, nous les mettrons en œuvre. Oui, ce qui aujourd'hui est décrié au sein de la gouvernance au Togo, c'est des considérations ethniques et tribalistes sur lesquelles des nominations sont faites et des choix des directeurs généraux, des directeurs de société. Et vous êtes partenaire en quelque sorte au gouvernement. Est-ce que vous abordez ces sujets aussi? Vous savez, je crois que quand on a une responsabilité ou quand on a la chance de pouvoir s'exprimer sur des médias ou de pouvoir donner son avis sur les affaires de la nation, il est très important d'avoir à l'esprit de ne pas cristalliser, de ne pas enflammer le débat. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'anathémiser, de jeter l'anathème sur certains de nos compatriotes. Il ne s'agit pas de dire tel est du sud, tel est du nord. Il s'agit de remettre au cœur de la vie des compétences. Si une situation s'est faite, ne pointons pas du doigt cette situation. Efforçons-nous de trouver toujours une solution positive. Le diagnostic, si nous répétons à satiété un diagnostic, tel est du nord, tel est du sud, si je vais dans tel bureau, dans tel service, telle direction, non. Il y a une réalité. Si vous êtes en responsabilité, il s'agit de s'asseoir, de discuter, d'établir un dialogue, une discussion pour que tous les fils et les filles du pays à compétences égales puissent apporter leur contribution. Ne nous diabolisons mais est-ce que vous abordez le sujet avec les gouvernants? Il y a une situation, tout ce qui ne va pas dans le pays, ce que les gens disent, notre rôle, si nous le constatons, c'est de ne pas utiliser la même lorgnette, de ne pas faire de la démagogie, du populisme, et que la lorgnette du responsable politique, ne doit pas être une lorgnette qui déforme. Nous l'abordons avec le gouvernement, mais en essayant de trouver des solutions qui ne sont pas des solutions qui indexent certaines personnes. C'est ça qu'il nous faut refuser. N'indexons pas les gens, sinon nous resterons dans cette situation de cristallisation. Ne posons pas le problème sur la question de l'ethnie, pour tout dire. Ne posons pas le problème sur la question de l'origine ou sociale de la personne. Posons le problème plutôt comme celui des compétences. Posons le problème de la nécessité que toutes les capacités
de ce pays puisse contribuer à l'amélioration, pour contribuer à porter le Togo vers le haut. C'est plutôt par cette lorgnette que nous devons voir. Et vous, votre responsabilité en tant que média, quand la question se pose ou quand des responsables politiques posent cette question, vous devez leur faire comprendre que, et c'est ça faire œuvre aussi de pédagogie, vous leur comprendre que ce n'est pas comme ça qu'il faut poser le problème. Et d'ailleurs, J-Christ Olympio le dit, je n'ai de cesse de répéter que le combat politique doit viser à l'édification d'une nation unie et qui favorise une prospérité partagée. Et M. Eric Tchiakpé, nous arrivons presque à la fin de notre entretien. Et l'actualité internationale, vous la suivez. En France, François Fillon, et Benoît Hamon, Marie Le Pen. Et vous, à l'Union des forces de changement, comment vous suivez la présidentielle en France? C'est une affaire, la présidentielle est une affaire des Français, de ceux qui sont électeurs. Nous suivrons de loin, nos préoccupations sont celles d'œuvrer plutôt ici au Togo pour le quotidien, faire que les populations togolaises soient plus heureuses. Nous suivrons, si les électeurs français décident de voter pour l'un ou pour l'autre, nous prendrons acte. Les électeurs français, les électeurs américains ont voté pour Donald Trump. C'est leur responsabilité. Ce qui me concerne plutôt, c'est ce qui se passe au Togo. Merci à vous, monsieur Isaac Tchiakpé. Je rappelle aux éditeurs que vous êtes Isaac Tchiakpé, enseignant, bien sûr, des sciences politiques. Et non, je suis historien de la philosophie. Historien de la philosophie et conseiller politique de M. J-Christ Olympio, qui est le président national de l'Union des forces de changement. Et un dernier message pour nos auditeurs et pour tout le peuple togolais. Écoutez, c'est reprendre ce que J-Christ Olympio a dit. Apprendre à nous tolérer et comprendre que les temps sont difficiles pour les uns ou les autres, c'est vrai, mais que c'est avec patience, avec persévérance et en s'acceptant que nous réussirons à construire le Togo, que nous réussirons à faire advenir l'alternance et la démocratie dans ce pays. Hein. Vous savez, c'est avec labeur, avec persévérance qu'on bâtit des choses qui durent et qui restent. Merci à vous, monsieur Isaac Tchiakpé. Merci. Et nous arrivons ainsi à la fin de Actu Débat sur la 97.1 Métropolis Lomé. Merci à vous tous qui nous avez suivis partout ici à Lomé et partout ailleurs. L'assistance technique a été assurée par Rapide, au micro et les Klingoka. Donc à nous, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce.